Après la suppression de la ZFE, zone à faible émission, quel avenir pour les mobilités logistiques en Île-de-France? Pour répondre à cette question, j'appelle sur scène Jean-Michel Genestier, qui est conseiller métropolitain délégué à la logistique métropolitaine. Bruce Aglou, vous êtes secrétaire général de l'Organisation des transporteurs routiers européens, Île-de-France. Et Jérôme Rouge, vous êtes président de la Fabrique de la logistique. Et toujours à la modération, Jacques Paquet, directeur de la rédaction du Journal du Grand Paris. On peut vous applaudir. Absolument. Merci beaucoup. Monsieur Genestier, vous êtes aussi l'orchestrateur du pacte métropolitain, je crois qu'il s'appelle comme ça pour la logistique. Pacte qui est logistique. Merci. Et qui est, vous nous en direz un mot de son état d'actualité, si j'ose dire. Mais peut-être, c'est une question qu'on se pose un peu tous. La ZFE, alors je ne sais plus où on en est au niveau de son processus parlementaire, si c'est définitivement supprimé, vous allez nous le dire. C'est difficile en ce moment en plus de savoir n'est-ce pas, ce qui se passe. Mais est-ce qu'il y a un avenir, et quel est son avenir? Est-ce qu'il faut mettre une croix sur cette ZFE? Comment vous regardez ce débat, Monsieur Genestier? Bonjour à tous, merci de cette invitation. La ZFE a été un élément qui a défrayé la chronique, et en particulier des acteurs de la logistique, et donc tous ceux qui transportent notamment, mais aussi l'ensemble de ceux qui, à un moment, ont besoin d'être abreuvés, d'être nourris et d'être tout simplement desservis. La ZFE, c'était quand même le cadre pour pouvoir aller vers un chemin qui permette de décarboner. Et donc ça, c'est très important, sans, évidemment, ça je le répète à chaque fois, stigmatiser en particulier nos amis de la route, parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, apportent la fiabilité la plus importante. Oui, comme ça, ça apaise tout de suite le débat. Voilà, mais c'est vraiment très important dans le monde politique en général. Alors aujourd'hui, il est un peu confus, mais la métropole reste ancrée sur ses bases et sur ses fondamentaux. C'est de pouvoir effectivement se dire ça. Mais on se souvient tous que ça avait déclenché les Gilets jaunes, si je ne dis pas de bêtises. C'est une des questions qui est à l'origine de ce mouvement. Voilà. Mais voilà, l'espace avance, la politique avance, alors de façon très chaotique, mais l'objectif, c'est quand même de protéger les populations. Protéger les populations, ça veut dire qu'on doit réduire l'ensemble des particules fines, on doit réduire les impacts du CO2 qui est dégagé, et donc on doit diminuer tout ça. Et donc pour ça, il faut fixer des cadres avec des objectifs. On l'a vu tout à l'heure avec EDF, mais il y a d'autres entreprises qui nous disent, alors qui disent aux responsables politiques, mais si vous fixez un cadre, tenez-vous à ce cadre et allez jusqu'au bout. Parce que de grandes entreprises nous ont dit, on a investi dans des motorisations très spécifiques qui pouvaient répondre à la demande de la ZFE. Puis aujourd'hui, tout tombe à l'eau et tout est par terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait et quel est notre guide? Alors, évidemment, nous ne sommes pas, nous, suffisamment bien placés pour répondre, puisque c'est le législateur qui doit pouvoir répondre. Et ainsi, après avoir eu des contacts nourris avec différents partis politiques, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut ce cadre-là. Peut-être pas sous la forme d'une ZFE. Quoi qu'il en soit, la métropole, je remercie l'ensemble des collaborateurs de logistique de notre métropole du Grand Paris. Nous avons préparé en fait l'ensemble des acteurs et on a réuni à de nombreuses reprises tous ceux qui concourent à mettre en place cette ZFE. Aujourd'hui, elle est tombée à l'eau. Le monde politique, quand il sera peut-être un peu plus stable d'ici à quelques semaines, on l'espère en tout cas pour notre pays, permettra sans doute de remettre, non pas la ZFE, mais des organisations qui vont faire qu'on va pouvoir tendre vers. Et toujours dans le partenariat, c'est ce que nous avons fait dans le cadre du pacte logistique métropolitain, c'est de réunir tous les acteurs pour pouvoir, qu'ils soient du BTP, qu'ils soient en fait de la grande distribution, quelle que soit leur activité, on les a réunis pour aller vers. Et aller vers, ça voulait dire aussi qu'on a pris en compte toutes les exemptions de la ZFE métropolitaine qui, effectivement, étaient assez nombreuses. J'ai deux questions à ce stade. Quelle forme pourrait prendre la nouvelle ZFE, s'il faut l'appeler comme ça? Et puis, dites-nous un mot sur le débat qui a animé tout au long de la gestation de cette zone, la métropole, le montant des aides. Vous êtes battu pour avoir des aides de l'État qui n'ont pas vu le jour. Et puis, le problème de coercition, de contrôle automatisé qui, là aussi, ont tardé. Alors, est-ce que la loi l'indiquait? C'était la métropole du Grand Paris devait, sur son aire géographique de responsabilité, intervenir et la mettre en place. Bon,
est-ce que c'est la métropole, est-ce que c'est la région? Je pense qu'il faut aller, non pas pour repositionner le mistigris sur une entité politique différente, mais je pense qu'il faut avoir des progressions et pas forcément avoir une ligne qui soit hyper stricte. Alors évidemment, l'hypercentre de Paris est très important. La métropole qui constitue les départements de la Petite Couronne est aussi un élément de densité sur lequel il faut avoir. Mais il faut aussi regarder un peu plus loin et se dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une barrière qui soit extrêmement stricte où on est à rien. Voilà, moi je suis maire d'une petite commune de 15 000 habitants et effectivement on n'est pas dans la ZFE. J'avais souhaité en fait qu'on puisse y rentrer, mais il fallait qu'il y ait une continuité territoriale et au-delà en fait de la 86, ce qui n'était pas possible. Et quand je dis que j'étais volontaire, c'était pour justement essayer avec le dialogue qui s'était engagé avec l'ensemble des logisticiens et des acteurs, c'était de pouvoir travailler avec eux, avec la possibilité de mettre en place petit à petit. Donc sur l'aire géographique, c'est je pense, un peu plus large que la métropole, parce qu'on a une situation spécifique en Île-de-France avec 12 millions d'habitants, 7,2 millions d'habitants qui sont à l'intérieur de la métropole, et donc il faut faire les choses, à mon avis, de façon progressive. Mais ça, c'est le législateur qui le dira, et on saura avec force aller vers tous les partis politiques pour leur dire ce que l'on souhaite mettre en place. Les deux éléments que vous avez cités, la coercition, elle est indispensable, et vous savez ce qui bloquait. On a eu un nombre incroyable de rendez-vous avec le préfet de police sur ce sujet. C'était en fait la reconnaissance des plaques, et en particulier des plaques étrangères. Ça, c'est un élément qui bloquait en termes techniques et qu'il fallait pouvoir régler, qui n'a pas été réglé en fait jusqu'à présent, mais sur lequel on souhaite pouvoir continuer à travailler, parce qu'il ne doit pas y avoir de différence entre certaines plaques étrangères et le reste en fait des véhicules transporteurs de marchandises. Ça, c'est un élément évidemment. Un mot sur le pacte logistique métropolitain, c'est d'abord accélérer la transition décarbonée des flottes de véhicules de transport, mais c'est aussi déployer sur le territoire des pratiques de livraison vertueuses. Alors ça, tout le monde peut le dire, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et donc ce que nous avons souhaité, c'est mettre en place sur la base du volontariat, hein, on a 131 communes pour ces 7,2 millions d'habitants, et certaines communes se sont portées volontaires. Donc exemple d'Aubervilliers, où aujourd'hui on a un logiciel qui permet, sur la base toujours du volontariat des commerçants et des acteurs économiques, de pouvoir se plugger sur ce logiciel pour déterminer en fait une variation dans la journée des livraisons, pour qu'on n'ait pas en fait des livraisons qui soient, comme on le voit en permanence, vecteurs de thrombose dans toutes les communes. Voilà, j'en fais partie, hein, tous les maires ont des thromboses à certains endroits et à certaines heures. Donc ça, c'est un exemple, mais on a aujourd'hui 11 communes aussi qui sont volontaires. On a engagé les choses il y a maintenant quelques mois pour que, et 11 communes dans la métropole, ça commence à peser en nombre d'habitants. Là, c'est sur les aires de livraison où l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place une surveillance, pas forcément en vidéo, mais avec un système très spécifique qui permet de reconnaître les flux et à terme de pouvoir en fait réserver sa place de livraison. Mais avant, l'étude, elle porte sur combien de temps est utilisée l'aire de livraison par un véhicule, combien de véhicules arrivent pour qu'on puisse avoir cette utilisation mutualisée et qui soit respectueuse des uns ou des autres. Et donc, tout ceci doit participer à la fluidification et donc à la décarbonation. Et un des enjeux, si j'ai bien compris, c'est que c'est aussi d'harmoniser les règlements de voirie qui sont très disparates. C'est un peu mon dada, mais voilà. 131 communes, on doit avoir 300 réglementations à peu près. Et pour les transporteurs, pour les acteurs, les logisticiens, c'est très difficile. Le pire qu'on ait pu vivre à un moment, c'est l'exemple de la Poste qui nous donnait plusieurs communes qui avaient des réglementations où on pouvait rentrer dans les communes pour pouvoir livrer. Mais le temps de livrer, en fait, si le logisticien ou le livreur applique strictement la réglementation, il ne pouvait plus sortir de la commune parce que les communes qui étaient autour avaient une réglementation qui empêchait de... Donc il est important d'uniformiser, vous avez vécu ça peut-être, non, je sais pas, il est important d'uniformiser et on est en train de mettre en place depuis maintenant quelques mois sur des plateformes de plusieurs communes avec la volonté des maires, parce que les maires sont très jaloux de leur pouvoir de police, voilà, extrêmement jaloux de leur pouvoir de police, et la réglementation. Et ce qui est très curieux, c'est que la réglementation de la livraison
et de la circulation dépend de leur pouvoir de police. Et quand on les interroge, ils connaissent pas en fait leur réglementation. Et je vois bien, enfin, moi je les connais parce que évidemment c'est un sujet qui m'intéresse de près depuis de nombreuses années, mais les maires ne se sont pas intéressés à ça. Et donc on les pousse à uniformiser. Évidemment pas, il ne faudra pas leur imposer, mais la métropole peut être un levier extrêmement important. Et c'est ce que nous faisons petit à petit, pas à pas, pour qu'il puisse y avoir cette uniformisation et toujours en concertation avec les logisticiens sur les plateformes sur lesquelles nous intervenons. J'imagine que l'IA peut permettre certaines choses qui n'étaient pas possibles avant. L'IA peut permettre certaines choses qui n'étaient pas possibles avant, évidemment, mais les Jeux Olympiques ont permis énormément. Tout à l'heure, ça a été cité. Moi, j'ai eu l'honneur de présider l'UJOP, donc la logistique urbaine, pendant les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que la mise en place de toutes les novations qui ont permis de faire que les Jeux Olympiques, en termes de logistique, soient une vraie réussite, parce que on a eu peu de couacs, peu de difficultés. Alors, il y en a eu, hein, mais tous les outils qui ont été mis en place ont permis à tous les acteurs de pouvoir aller livrer, y compris dans les zones d'habitation, en proximité des sites logistiques. On parle évidemment du Stade de France, mais on parle aussi beaucoup du 7e arrondissement, où là, il y avait une concentration notable, et avec des difficultés politiques, parce que, alors moi je suis tranquille, je suis sans étiquette, donc oui, ça me permet de parler à tout le monde, mais voilà, il peut y avoir des tensions entre, par exemple, la ville de Paris, un arrondissement, enfin bon, différents éléments comme cela qui ont été très complexes à régler, mais au-delà de ça, effectivement, ça a permis vraiment de faciliter les choses. Et cette exemplarité, on souhaite la dupliquer lorsqu'il y a de grands événements en France sur ces sujets. Et en même temps, de faire que l'exemplarité d'un moment donné, sur l'espace d'un peu plus d'un mois pendant ces Jeux olympiques et paralympiques, nous permettent de travailler avec les logisticiens et les transporteurs pour pouvoir appliquer en fait ces nouveaux outils. Merci infiniment. Bruce Aiglehout, dites-nous un mot, si vous voulez bien, de l'organisation que vous représentez, l'organisation des transports, l'OTRE, l'Organisation des transports routiers européens. Et puis vous allez nous dire aussi, si vous voulez bien, c'est un peu le principe de réalité, on ne va pas vous cantonner à ça, mais c'est que voilà, le poids lourd, y compris le poids lourd diesel, demeure très 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 majoritaire, et vous dites c'est pas demain la veille que ça va disparaître, même si vous êtes vous-même très favorable à l'évolution des motorisations, si je peux résumer ainsi votre pensée. Vous avez tout dit, merci beaucoup. Non, effectivement, donc l'OTRE, on représente en Ile-de-France un peu plus de 400 adhérents, tant sur le côté marchandises, logistique qui nous intéresse aujourd'hui, que sur la partie voyageurs. J'ai 45% de mes adhérents qui sont voyageurs, la Savac, Blablabus, des transports de personnes à mobilité réduite notamment, et 55% donc de personnes qui sont marchandises, logisticiens, des assez gros jusqu'aux petits messagers dans Paris qui ont effectivement des petites flottes. Effectivement, tu l'as cité tout à l'heure, Hélène, merci. Avec beaucoup de problématiques. Et je suis très content d'entendre effectivement le dialogue. C'est ce qui a fonctionné aussi pendant les Jeux Olympiques. On peut avancer que comme ça. Toutes les mairies ne sont pas alignées sur ce principe-là. Je ne veux pas commencer de polémique. Et la simplification. Parce que effectivement, on voit la réglementation qui est très compliquée, qui change tout le temps. Notamment, le GART est en train de mettre en place de nouvelles places logistiques de stationnement, puisqu'on n'arrive pas à gérer les places de livraison dans Paris. Le groupement des autorités responsables de transport. Merci beaucoup, merci, tout à fait. Et on y travaille. Après, effectivement, il faut un nombre de places sanctuarisées pour les livraisons. Il faut des horaires de livraison spécifiques. Je comprends effectivement que de temps en temps, il y a trop de livraisons en même temps. Donc, on peut organiser ça. C'est le but du jeu des transporteurs, et qui seront à même de pouvoir s'organiser et qui seront contents de pouvoir stationner au bon endroit, au bon moment, sans faire la queue, sans se mettre en double fil, sans avoir de... Alors là, il y a des nouveaux outils. Je parlais de l'IA, mais c'est dans les camions, là, dans les poids lourds, vous êtes équipés de nouvelles choses qui permettent de mutualiser l'information, de fluidifier tout ça, ou c'est demain ou après-demain? Non, c'est maintenant. Même avant ça. Maintenant, quand un logisticien reçoit une commande, l'IA va permettre de traiter cette commande-là, d'attribuer un camion, d'attribuer un chauffeur, d'attribuer une zone de livraison, de mutualiser 2-3 livraisons pour pouvoir avoir un camion qui arrive plein sur 2-3 livraisons, et mettre moins de camions sur la route. Après, encore une fois, il faut simplifier ce travail-là, côté autorité, côté gouvernement et autres, et mettre moins de freins. Moins il y aura de freins, plus il y aura de simplification,
plus les entreprises de transport seront à même de pouvoir livrer en temps et en heure, et de moins, et je vais revenir à la décarbonation, et de moins polluer. Parce qu'effectivement, les véhicules d'aujourd'hui polluent beaucoup moins que ceux qu'il y a 10 ans, même si au diesel, les Euro 6 et autres ont des aspirateurs à pollution, vont mettre moins de pollution. En revanche, quand on doit freiner, notamment, je vais prendre un exemple, sur le périphérique, régulièrement, même s'il a 50 km/h, eh ben, le fait de freiner, ça utilise des freins, donc il y a des particules fines, ça utilise des pneus, donc d'autres particules fines, et ça ne va pas aider. Alors que si on a un trafic beaucoup plus fluide, on pourra effectivement plus facilement... Bien sûr, dites-nous, je répète, je vous redis ma question, dites-nous comment on résout l'équation, le fait que le poids lourd classique, il est moins cher, il est plus souple, il est plus pratique pour livrer, vous me disiez, en train Paris-Berlin, je crois que vous me disiez. Ouais, mais ça va déjà c'est 4 jours, alors ouais. que vous mettez 24 heures ou moins en poids lourd. Effectivement. Donc Ouais. comment on résout l'équation entre cette série d'avantages compétitifs et la nécessité absolue, qui n'est pas une option, comme on dit, de réduire drastiquement l'empreinte carbone? Il faut une mixité. On ne peut pas dire... tout à l'heure, j'ai entendu le vélo. Effectivement, le vélo, c'est une option. Et le discours était bon tout à l'heure. Le vélo, c'est une option pour une façon de transporter, une façon de livrer à un moment précis. C'est une chose. Mais c'est une partie de l'équation. Donc effectivement, le ferroviaire, c'est pareil. C'est une partie de l'équation. Les barges, c'est une partie de l'équation. Et si on met tout ça ensemble, et ben effectivement, si on arrive à avoir des camions qui vont... on a GRDF aujourd'hui, on a EDF aussi, qui vont aller au gaz, qui vont à l'électricité, qui vont aller un peu... j'ai entendu forcément du diesel, des biocarburants. Chaque utilisation va avoir son application et c'est comme ça qu'on va pouvoir le faire. Mais si jamais, en ce moment, on pousse beaucoup l'électrique, on oublie un peu l'hydrogène, eh ben, comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus? Il faut laisser aussi, encore une fois, je reviens sur le dialogue, il faut laisser aussi les logisticiens s'exprimer sur leurs besoins, sur leurs contraintes. Quand on a un camion qui coûte 300 400 000 euros, quand il faut recharger, quand il faut acheter des bornes électriques, quand il faut acheter des stations d'avitaillement ou des citernes dans son entrepôt logistique, ben, ça coûte de l'argent. Donc comment est-ce qu'après, derrière, on arrive effectivement à changer ça? Alors justement, donc, il faut ces aides-là. On va en parler avancer. tout à l'heure des carburants. Il y a Bolloré Énergie, il y a GRDF, des néocarburants aux huiles recyclées, au colza, etc. Comment vous arbitrez, comment vos adhérents arbitrent en termes justement économiques aujourd'hui? Quand on achète une flotte de camions, c'est quoi les options? Parce qu'il y a des options aussi de taxation qui sont elles aussi incertaines et fluctuantes. Taxation, les aides changent régulièrement. Alors maintenant, il y a effectivement il y a les fiches chez 2E qui sont assez faciles et assez simples à mettre en place. Donc c'est une bonne façon d'avancer. Encore une fois, une simplification. En ce moment, l'arbitrage se fait, le donneur d'ordre. Des Carrefour, Franprix, Monoprix, comme ça j'en ai cité 3, vont dire voilà, j'ai besoin d'une flotte décarbonée, j'ai besoin d'avoir 10 camions qui tournent pour moi à l'électrique ou au gaz, il faut acheter ça. Donc le chef d'entreprise va se poser la question devant un fichier Excel, hein, combien ça coûte, combien ça peut rapporter, comment je peux rentabiliser mon camion sur les tournées, etc., pour après investir. Et après, effectivement, répondre à la demande de son donneur d'ordre. Donc ça part effectivement du donneur d'ordre pour avancer. De l'autre côté, effectivement, l'État, les communes, la métropole, la région sur des aides pour arriver à résoudre cette équation qui est économique. Après, tout le monde est d'accord sur la chaîne pour pouvoir décarboner, encore une fois les transporteurs aussi, mais il faut que le client final soit capable et volontaire pour pouvoir aussi payer plus cher un transport qui va coûter 2 à 3 fois plus cher. Et pour l'instant, on n'a pas encore cette solution-là. Vous pouvez nous faire, vous n'allez pas faire que des amis dans la salle, mais un petit comparatif entre l'électrique, le biogaz, l'hydrogène. Vous avez ça en tête? Combien ça coûte? Non, oui, je l'ai en tête, mais c'est pas vraiment ça en fait le sujet. Pour l'instant, l'électrique, c'est ce qui coûte quasiment le plus cher. Alors l'hydrogène, je le mets hors catégorie parce que pour l'instant, c'est pouillème du parc et on n'est pas sur une technologie vraiment mature. L'électrique va coûter cher, mais va coûter beaucoup moins cher en entretien et en recharge. Donc il y a un TCO, un coût du véhicule sur la durée qui va être moins cher quand on calcule effectivement les 8 ans. Comment est-ce qu'on va calculer? Le gaz est très facile à utiliser puisque le gaz, il n'y a quasiment pas besoin de changement. 1 kilo de biogaz ou 1 kilo de diesel. Donc à l'arrivée, on a un rendement qui est le même pour un camion au gaz que pour un camion diesel. Donc à la rigueur, pourquoi pas le gaz? Après, il faut pouvoir le faire, il faut pouvoir s'avitailler et il faut se mettre dans cette optique-là. Vos chiffres tout à l'heure le montrent très bien. Le gaz, effectivement, c'est ce qui se développe le plus. C'est ce qui a beaucoup marché aussi pendant les Jeux Olympiques. Des véhicules même de transport de personnes au gaz. Certains aussi à l'électricité.
parce que l'électricité, il y a une question d'autonomie, il y a une question de poids, il y a une question de charge utile, donc il y a beaucoup de questions qui se mettent autour de ça. Et après, effectivement, il y a tous les biocarburants qui permettent de rentrer dans la donne, avec plus ou moins de succès, parce qu'un biocarburant n'est pas forcément 100% bio. Ça peut être du B100, 100% bio, à du B7, 7% de biocarburant dans l'injection. Et à chaque fois, c'est des calculs. Et c'est des calculs où on est placé. Tout à l'heure, on en parlait d'anthropologistique. Plus on met d'anthropologistique loin, c'est bête et méchant, mais il faut quand même le dire, plus il va falloir faire de trajets pour pouvoir livrer, notamment dans Paris ou dans la région. Et c'est la tendance. Pour l'instant, la tendance, c'est que les entrepôts logistiques sont repoussés. Donc il va falloir rouler de plus en plus pour pouvoir rentrer dans Paris, et si on parle que de Paris, et pouvoir livrer. On en parlera avec GSE, qui est un de nos partenaires que je n'avais pas cité tout à l'heure. Je m'en excuse auprès de Laurent Granier. Merci infiniment. Je vous en prie. Vous, juste un mot sur la ZFE. Vous aviez vu comment, vous, au départ, et puis aujourd'hui, à l'arrivée, vous faisiez partie des... Vous avez fait pression pour qu'elle soit supprimée ou pas du tout? Alors, pas la pression pour supprimer. On était beaucoup rentré dans le débat, et encore une fois, merci pour le dialogue, sur son élaboration, puisqu'au 1er janvier 2025, elle a été mise en place, donc il fallait au départ négocier. J'ai l'exemple des déménageurs. Qu'est-ce qu'un déménageur? Comment est-ce qu'il faut s'enregistrer pour éviter d'avoir des déménageurs exotiques qui soient présents dans la ZFE. Après, mais les flottes de véhicules que je représente, souvent rentraient dans les critères de la ZFE. Donc on n'a pas tellement de ce problème-là d'avoir un camion de plus de 12, 13 ans, quoi que ce soit, qui ne pouvait plus rentrer. C'est plutôt des gens de marché, des gens de scie, ou des particuliers qui avaient du mal à rentrer. Donc pour la ZFE en tant que telle, pourquoi pas l'annuler? Moi, ce qui me fait peur, vraiment, c'est en quoi elle va être transformée, comment ça va revenir. À Paris, il y a la ZTL, la zone à trafic limité, qui est mise en place, qui est un peu repoussée, on peut en reparler. Si on revient sur des zones qui sont coercitives, qui empêchent les transporteurs de pouvoir livrer au jour le jour, au quotidien, encore une fois, on vient en opposition à ce que je disais avant de simplification, et on n'aide pas le travail. Donc on est prêt à travailler avec les autorités pour travailler là-dessus et avancer. Merci beaucoup. Jérôme Rouge, vous êtes président de la Fabrique de la Logistique. Dites-nous, donc, qui a pour but de favoriser l'innovation sur ces sujets. Racontez-nous un peu qui vous êtes et comment vous voyez toutes les questions qui viennent d'être brillamment abordées. Les sujets qui ont été brillamment abordés, effectivement, nous à la Fabrique de la Logistique, on est convaincus de l'intérêt qu'il y ait un cadre qui soit posé, qui soit stable pour les professionnels. Dites-nous juste un mot de qui vous êtes au cas où on ne vous connaîtrait pas. Alors je vais vous dire sur quoi je vais vous parler et puis qui je suis juste après. Parce que sans attendre que ce cadre soit fixé, on sait on l'attend, mais voilà, sans attendre, nous on travaille dans le cadre du programme Marguerite avec les artisans et les commerçants. Parce qu'on a vu tout à l'heure, l'Institut Paris Région nous a montré un graphe, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais où il y avait les véhicules utilitaires légers à gauche. On voit que dans nos rues, les camionnettes, et malheureusement surtout des camionnettes diesel, jouent un rôle très important dans la congestion du trafic, mais aussi dans le travail des professionnels. Et là-dedans, il y a à peu près un quart des véhicules utilitaires qui sont utilisés par des commerçants et des artisans. Donc nous, on s'attache à travailler là-dessus, puisque ces véhicules utilitaires légers amènent 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un effet important sur lequel il est important de s'attaquer. Et donc on reviendra peut-être tout à l'heure sur le programme Marguerite. Donc un petit zoom sur qui est-ce qu'on est. Tout à l'heure, ce sera très rapidement. Parce bien entendu, bien entendu, juste après avoir présenté l'association Fabrique de la Logistique, qui est un lieu d'innovation environnementale et technologique, et on travaille au service des acteurs de la logistique de façon collaborative entre acteurs privés et acteurs publics. On a un certain nombre de groupes de travail qui, par exemple, sur le sujet qu'on se posait à l'instant, c'est quoi la comparaison entre un véhicule diesel, un véhicule au gaz, etc. On a un outil qui s'appelle verdirmaflotte.fr, c'est en accès libre. C'est comme ça qu'on amène des outils d'aide à la décision. Vous y allez, vous pouvez faire la comparaison du coût de possession et de l'impact carbone si vous faites un choix de motorisation A ou B avec le parc de véhicules que vous avez. On travaille aussi dans le groupe Cyclo-Logistique avec un outil qui s'appelle Cyclodiag à destination des collectivités qui veulent développer la cyclo-logistique. On travaille aussi, et Jean-Michel Genestier le sait bien, sur les domaines de chantier qui me sont chers, puisqu'on partage des bonnes pratiques de logistique mutualisée. Donc voilà quelques-uns des sujets. Sur Marguerite, si vous voulez qu'on zoome un petit peu. Alors, Marguerite, c'est un programme C2E, donc, qui accompagne les artisans et les commerçants pour les faire passer de l'utilisation habituelle de leur camionnette diesel vers des solutions mutualisées. Par exemple, la ramasse de déchets
d'un artisan qui, plutôt que de passer une demi-journée, une fois que son chantier est terminé, pour faire un aller-retour dans les embouteillages jusqu'à une déchetterie, ben, on va avoir une tournée qui est organisée par un acteur comme les Reapers ou par d'autres entreprises qu'on a sélectionnées sur chacun des territoires avec lesquels on travaille pour ramasser dans une tournée mutualisée et donc réduire l'impact et apporter du travail, non pas sur une logistique en compte propre, hein, si on prend le jargon de logistique, c'est-à-dire l'artisan qui a sa camionnette diesel, mais plutôt en faisant appel, par exemple, à un professionnel qui, lui, va faire cette tournée derrière lui. D'autres exemples, à Rungis, dans le monde alimentaire, il y a une initiative qui a été prise par la Cemaris de créer Rungis Market. Donc plutôt que le restaurateur, il se lève à 4 h du matin, il fasse un aller-retour à Rungis, ben il passe une commande et il y a une tournée, là encore, d'un véhicule qui va amener chez 4 ou 5 restaurateurs les produits dont ils vont avoir besoin dans la journée. On a aussi des solutions de livraison vélo cargo ou autres. Voilà les grands principes. Vous pensez que les usages, on le dit pour d'autres secteurs, les usages sont fondamentaux dans la réduction de l'empreinte carbone. Ce n'est pas seulement les technologies, ce n'est pas seulement la réglementation, finalement c'est l'intelligence collective, n'est-ce pas ? Il y a surtout une intelligence collective, il y a un côté formation, comment est-ce que je change mes pratiques. J'ai toujours fait comme ça, mais si on montre tel ou tel mode de fonctionnement, ce qu'on voit, c'est que dans tous ceux qui testent nos solutions, c'est-à-dire sur le programme Marguerite qui se déploie sur 6 territoires, donc le premier a été la métropole du Grand Paris, mais on a aussi Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille. Dans ceux qui testent, il y en a à peu près un tiers qui continue derrière. C'est un très bon taux, c'est-à-dire que essayer, c'est l'adopter dans beaucoup de cas de figure. Merci infiniment. Y a-t-il des questions à ce stade ? On va les prendre toutes s'il y en a. Monsieur, vous pouvez vous présenter. Et puis, parce qu'on est à peu près pas en retard, mais voilà, on fait rapidement. Donc, on prend les questions et puis on y répond. Je vous en prie. Bonjour, oui, Francis Rodon, Association Environnement 93. Je connais bien Monsieur Genestier. Je fais partie du réseau France Nature Environnement. Et je voudrais poser une question à Monsieur Genestier concernant l'impact de la MGP sur nos territoires. Parce qu'on a, justement, je peux vous interpeller à ce sujet, on a sur l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est mis en œuvre un plan local de mobilité, donc qui inclut aussi bien les mobilités logistiques que les mobilités de tout le monde. Et il n'a jamais été question, alors que vous êtes maire du Raincy qui fait partie de cette EPT, il n'a jamais été question dans le cadre de ce plan local de mobilité de ce que vous avez initié dans le cadre de la réglementation unifiée des voiries, dans le cadre du plan local de la métropole pour la logistique. Et je trouvais ça assez choquant que vous, en tant que maire et participant à cette EPT, vous n'ayez même pas été cité dans le cadre de... Donc je me pose la question de l'impact de la MGP sur les territoires. Alors pour que tout le monde comprenne, Grand Paris Grand Est, c'est 407 000 habitants, c'est 14 communes. Et il y a effectivement aujourd'hui une concertation qui est ouverte sur le plan local des mobilités. Et a priori, enfin dans ce qu'on a vu en bureau, et j'ai pas vu le document final, mais je me suis exprimé effectivement et j'ai porté la parole de la métropole, ce qui est un peu normal puisque j'ai cette responsabilité au sein de la métropole du Grand Paris, pour qu'il puisse y avoir une page sur la logistique urbaine. Mais force est de constater, à chaque fois qu'on peut s'exprimer sur ces sujets-là, les maires, on voit plutôt le plan vélo. D'ailleurs, vous aussi, hein, d'ailleurs, vous faites partie des gens qui poussent à ce que l'utilisation du vélo, et c'est bien, soit accentuée. Et on voit plus ces sujets qui touchent en fait le quotidien des habitants que les sujets de la logistique. Donc on a une page malgré tout sur la logistique qui est faible, mais tout ce que l'on fait au niveau de la métropole, pas de façon insidieuse, mais avec les maires, se met en place. Il y a une étude aujourd'hui sur 3 communes, donc le Raincy, Pavillon-sous-Bois et Villemomble, qui prend en charge une étude complète de ce qui est fait en termes de logistique pour qu'on puisse réduire les thromboses de chacune des communes. C'est une zone qui fait 70 000 habitants avec une densité relativement forte, alors même que les villes sont plutôt verdoyantes, mais la densité est assez forte, avec une utilisation de la voiture personnelle qui est aussi très forte. Et notre action, elle se base, les 3 maires en tout cas, sur comment faire pour que ça ne soit pas la thrombose tous les matins et les après-midi toujours aux mêmes heures, et pour qu'on puisse réduire la position de ces véhicules de logistique. Et donc, le travail que nous faisons, qui n'est pas intégré au plan de mobilité aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver, ce que je disais tout à l'heure,
un tronc commun qui nous permette d'avoir des heures de livraison qui soient égales et qui permettent d'avoir une extension de ces heures de livraison pour des véhicules électriques, au gaz, etc. Donc ça, c'est pas indiqué effectivement dans le PLM, enfin dans le plan des mobilités, mais ça fait partie effectivement des actions qui sont menées. Merci. Donc ça rentre quand même dans le schéma et dans le paysage. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question ou de prise de parole? Non? Eh bien, tant mieux, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup.